Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Pas de personnalité multiple cette fois, on se la joue à la cool façon vlog, un peu dégueulasse, afin de revenir sur un sujet déjà abordé pour aller un peu plus loin. Bon, ce sera du coup plus technique, un peu comme un mini-cours, mais en essayant de ne pas être trop chiant. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la mutation génétique, mais en y regardant de plus près. Nous avions déjà abordé les concepts d'ADN, de gènes et de mutation dans l'épisode 1 de dépression sélective, que je vous conseille donc de voir si ce n'est pas déjà fait. Nous y avions dit que l'ADN est une molécule complexe constituée de nucléotides. Ce que nous n'avions pas détaillé en revanche, c'est que l'ADN est en réalité constitué de deux brins complémentaires, liés et enroulés en double hélice. Ces liaisons se font par le biais des bases azotées, qui forment des ponts, mais celles-ci ne s'associent pas n'importe comment. On dénombre 4 types de bases, A, T, C, G, pour adénine, thymine, cytosine et guanine. A se lit toujours avec T et C avec G. C'est QFD. Du coup, pendant la division cellulaire, lors de la réplication de l'ADN, les deux brins sont dissociés et chaque brin reconstitue son complément via une enzyme appelée la DNA polymérase. Pas de problème jusque-là, sauf si des erreurs se glissent dans la copie du génome. Mutation génétique. Il peut alors exister plusieurs types de mutations. Une mutation ponctuelle, comme son nom l'indique, est une mutation à petite échelle qui ne concerne que quelques nucléotides, 1 à 10 en général. Il en existe 4 grands types que j'illustrerai avec la séquence Gattaca. En référence à l'excellent film Bienvenue à Gattaca, que je vous somme de voir si vous ne le connaissez pas, c'est un chef-d'œuvre. 1. La mutation par substitution, qui se caractérise par le remplacement d'un ou plusieurs nucléotides par un ou plusieurs autres. Par exemple, dans notre cas, Gataga ou Tagaka. Au pif. 2. La mutation par insertion, qui est un ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Exemple, Gataka ou Gataktaka. Cas particulier d'insertion, la duplication, qui est la multiplication d'une partie de la séquence. Exemple, Gatatatataka. 3. La mutation par délétion, qui est la perte d'un ou plusieurs nucléotides. Exemple, Gataka ou Gaka. Un autre exemple amusant démontrant qu'une délétion peut complètement changer le sens d'une information, c'est si vous enlevez la lettre Q du mot coquille. Je vous laisse visualiser. Et 4. La mutation par inversion, soit la permutation de deux nucléotides voisins. Exemple, Gatatka ou Agtaak. Voilà, mais ce ne sont pas les seuls types de mutations possibles. Dans l'épisode 10 de dépression sélective, nous avons dit que lors de la division cellulaire, l'ADN se compactait en chromosomes. Ces chromosomes, au moment de la réplication de l'ADN, se retrouvent donc avec deux branches portant le même matériel génétique, qu'on appelle les chromatides. Et c'est la représentation de ce moment qui est à l'origine de l'image populaire des chromosomes en forme de X. Lors de la mitose cellulaire, je vous laisse le temps de tout lire, c'est intéressant. Lors de la mitose, disais-je, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent et vont chacune dans une cellule différente. Et lors de la méiose, ce sont les paires de chromosomes homologues qui se séparent, chaque gamète obtenant un seul des deux chromosomes. C'est ce qu'on qualifie de brassage interchromosomique dans le cadre de la reproduction sexuée. Et à ce moment peuvent se produire deux types de mutations à grande échelle. 1. La translocation, qui est l'échange réciproque de matériel chromosomique entre des chromosomes non homologues, c'est-à-dire n'appartenant pas à la même paire. Cette translocation est dite équilibrée ou balancée s'il n'y a pas perte de matériel génétique lors du phénomène. Cette mutation n'a pas de réelle incidence phénotypique sur le premier individu porteur. Cependant, si elle se produit lors de la méiose et que les gamètes sont alors concernés, les cartes étant redistribuées, des conséquences existent pour la descendance, parfois néfastes comme des trisomies ou des monosomies. 2. L'enjambement ou crossing over, qui consiste en l'échange de matériel chromosomique, égal ou non, entre chromosomes homologues, donc de la même paire. Lors de la méiose, ce phénomène de remaniement est notamment à l'origine du brassage par recombinaison génétique, conduisant à l'apparition de gènes ou de caractères héréditaires dans une association différente de celle des parents. C'est ce qu'on qualifie de brassage intrachromosomique. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en quoi les remaniements génétiques peuvent avoir des conséquences fonctionnelles ? Eh bien, penchons-nous sur le processus fondamental. Bon, comme déjà abordé dans l'épisode 1 de dépression sélective, je vous rappelle que les séquences de nucléotides dont on parle depuis un moment maintenant forment les gènes qui ont un rôle fonctionnel. Mais comment ça marche ?
Le premier mécanisme à entrer en jeu est la transcription et consiste en le transfert des données génétiques pour leur utilisation par la machinerie cellulaire via l'ARN messager, ou ARN-M. L'ARN, pour acide ribonucléique, puisque le sucre nucléotidique et le ribose, n'est constitué que d'un seul et simple brin. Le mécanisme de transcription ressemble à la réplication, puisqu'il s'agit de la synthétisation d'une chaîne de nucléotides complémentaires au brin d'ADN qu'on copie, sauf que les bases azotées de l'ARN messager ne sont pas tout à fait les mêmes. On conserve les A, C et G, mais le T est remplacé par le U, pour uracile, qui devient alors le complément de A. On obtient alors une sorte de reproduction de l'information génétique sous un autre format plus léger et exploitable par la cellule. Mais il y a en réalité deux étapes. Nous n'avons pour l'instant qu'un ARN-M primaire. En effet, les gènes peuvent se découper en deux types de séquences différents. Les introns, qui sont des séquences non codantes, et les exons, séquences codantes. Le pré-ARN va alors subir une étape appelée épissage, qui va le débarrasser des introns n'ayant aucun rôle fonctionnel. Une fois ces parties inutiles éjectées, on se retrouve avec un ARN-M mature, constitué seulement des exons, prêts à l'emploi pour l'étape suivante. Chez les eucaryotes, tout ceci se passe dans le noyau de la cellule, mais l'ARN a une propriété que l'ADN n'a pas, il peut en sortir, et c'est une fois dans le cytoplasme qu'il va subir le deuxième mécanisme, la traduction. La traduction consiste en la transformation des données génétiques, transférées par l'intermédiaire de l'ARN-M, en protéines utiles à l'organisme. Pour cela, le système de traduction s'appuie sur le principe des codons. Un codon correspond à un groupement de 3 nucléotides consécutifs sur le brin d'ARN-M. Il en existe 3 types. Le codon d'initiation, qui amorce le démarrage de la traduction. Chez les eucaryotes, ce codon est presque exclusivement le triplet AUG, qui code une méthionine. Les codons de la séquence codante, chaque codon correspondant à un acide aminé, et le codon stop qui marque l'arrêt du processus. Tout l'ARN n'est donc pas traduit, mais chaque partie codante va alors donner naissance à une succession d'acides aminés formant une chaîne polypeptidique, autrement dit, une protéine. Et voilà, fin du voyage pour l'information génétique. Mais du coup, quelles incidences fonctionnelles peuvent avoir les mutations au regard de ce processus ? En ce qui concerne les mutations à grande échelle, la question ne se pose pas vraiment, on se retrouve avec des échanges de pans entiers de l'ADN qui sont redistribués. Ces brassages inter- et intrachromosomiques sont donc à la base de la recombinaison génétique, elle-même à l'origine de la variation entre les individus. Pour les mutations ponctuelles, c'est plus subtil, ce type de mutation change l'ordre des nucléotides dans les gènes. Du coup, elles vont avoir une influence sur leur fonction, puisqu'elles sont susceptibles de modifier les codons de l'ARN-M, donc la protéine synthétisée. On distingue dans ce cas 3 types de mutations ponctuelles. 1. La mutation non-sens, dans laquelle un nucléotide d'un codon est changé, induisant le remplacement d'un codon codant pour un acide aminé par un codon stop. La protéine résultante est alors tronquée, et donc incomplète puisque la traduction se termine prématurément. Cette dernière est donc généralement non fonctionnelle. Dans les cas les plus extrêmes, la protéine peut même ne pas être synthétisée du tout si la mutation modifie le codon d'initiation. Pas d'initiation, pas de traduction, pas de protéine. Pas de protéines, gros problème en perspective. 2. La mutation faux sens, dans laquelle un nucléotide d'un codon est changé, induisant le changement de l'acide aminé associé, donc amenant à la synthétisation d'une protéine différente. Ça peut alors aller d'une modification partielle, voire ponctuelle, de la protéine synthétisée, dans le cas d'une inversion ou d'une substitution, avec des conséquences fonctionnelles plus ou moins importantes. Mais lors d'une délétion ou d'une insertion, tous les codons peuvent se retrouver décalés et on peut alors se retrouver avec une protéine sans le moindre point commun avec celle prévue au départ. Là, c'est le hasard qui déterminera l'influence positive ou négative de la mutation sur l'organisme. 3. La mutation silencieuse, dans laquelle un nucléotide d'un codon est changé, mais l'acide aminé associé reste le même, donc il n'y a aucune conséquence lors de la traduction, c'est une mutation neutre. C'est là qu'on voit que le facteur aléatoire est indissociable de la génétique, car une petite mutation peut avoir d'énormes conséquences fonctionnelles ou aucune selon la situation, et idem pour des mutations bien plus importantes. Donc en conclusion, on constate que la mutation génétique est autant responsable de la variation à l'origine de l'évolution des espèces, qu'elle ne l'est de l'existence des maladies génétiques. La boucle est bouclée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll le cul.